l'énigme des tempêtes géomagnétiques et de l'énergie atmosphérique oubliée. En cette année Nzwankrin, la planète Terre fut le théâtre de l'une des perturbations géomagnétiques les plus colossales du XXe siècle. Partout dans l'hémisphère nord, les réseaux de télégraphie naissants sombrèrent dans le chaos le plus total, victimes de surtensions inexpliquées. Des étincelles spectaculaires jaillirent des appareils de commutation, déclenchant des incendies spontanés dans plusieurs gares ferroviaires du nord et des États-Unis. Dans le même temps, des aurores boréales d'une intensité féerique illuminèrent le ciel nocturne jusqu'aux latitudes tropicales de Mexico. Pourtant, derrière la chronique officielle de cet événement solaire, un autre drame, singulièrement plus discret mais étrangement synchrone, se jouait dans les coulisses de la science moderne. Nikola Tesla, l'inventeur de génie qui avait consacré près de 3 décennies de sa vie à percer les secrets d'un électrique mondial et naturel niché entre la Terre et l'ionosphère, vit son ultime grand laboratoire lui être définitivement retiré. Ruiné, dépouillé de ses brevets et abandonné de tous, le chercheur s'éteignit 12 plus tard dans une chambre d'hôtel new-yorkaise, laissant derrière lui des cartons de notes personnelles immédiatement placés sous le sceau du secret d'État par des agents fédéraux. Pour la plupart des historiens des sciences, ce télescopage temporel entre la plus grande tempête magnétique de l'époque et la ruine définitive du père du courant alternatif ne relève que d'une simple coïncidence malheureuse. En examinant attentivement la chronologie des 60 années ayant précédé ce dénouement tragique, la théorie du hasard commence à se fissurer. Ce qui émerge alors n'est pas une succession isolée, mais une suite d'événements atmosphériques et architecturaux d'une régularité troublante, liés par une logique sous-jacente que la mémoire collective semble avoir soigneusement effacée. Afin de saisir toute la portée d'événements survenus en 1830-20, il convient de remonter le cours du temps jusqu'au mois de septembre 1861. C'est à cette date que se produisit ce que la communauté scientifique nomme aujourd'hui l'événement de Carrington, la tempête solaire la plus dévastatrice jamais consignée dans les annales géologiques. Y travers tout le globe, les câbles télégraphiques s'enflammèrent, projetant des étincelles mortelles et secouant violemment les opérateurs abasourdis par des décharges d'une puissance inédite. Des aurores polaires flamboyantes furent observées jusque sous les tropiques, éclairant la nuit d'une lumière si vive qu'elle réveilla les oiseaux au milieu de l'obscurité. Dans le sillage de ce cataclysme céleste, une mutation d'une discrétion absolue commença à s'opérer sur le paysage urbain des plus grandes métropoles mondiales, sans la moindre annonce publique. Des milliers de flèches, de pinacles métalliques et de paratonnerres complexes qui couronnaient les édifices publics et religieux depuis des siècles commencèrent à disparaître des toitures. Ces éléments verticaux, soigneusement orientés et intégrés à l'architecture traditionnelle, furent méthodiquement déposés ou remplacés par des structures plates et dépouillées de tout métal pointe vers le ciel. Aucun incendie généralisé, aucun arrêté municipal explicite ni aucun traité d'architecture ne vint justifier cette grande vague d'épuration sommitale qui s'étendit silencieusement sur plusieurs continents. La disparition graduelle des ornements métalliques situés sur les toits après la crise de 1969 fut pourtant pas un phénomène isolé, car le ciel ne tarda pas à manifester de nouveau sa formidable puissance. Au cours de l'automne 1972, une seconde tempête géomagnétique majeure, aujourd'hui baptisée l'événement de Chapman-Silverman par les chercheurs spécialisés, frappa violemment la magnétosphère terrestre. Les annales de l'époque test que des aurores d'une beauté saisissante furent aperçues depuis les plages des Caraïbes jusqu'au port de Bombay et de Karachi. Les réseaux télégraphiques, qui s'étaient considérablement densifiés au cours de la décennie précédente, subirent d'importantes pannes de secteurs dues à des surtensions atmosphériques massives. L'Observatoire météorologique de Vienne, un scientifique de renom nota dans son journal de bord que la perturbation présentait une qualité vibratoire et résonante tout à fait singulière, tranchant nettement avec les orages zélés ordinaires. Ces choix de termes, émanant d'un observateur chevronné habitué à la rigueur du langage technique, suscitent une profonde réflexion.
Parler d'une résonance atmosphérique implique en effet qu'un système physique sous-jaste est entré en sympathie vibratoire avec le champ électromagnétique environnemental lors du passage de l'onde solaire. Bien que la tempête de 1562 ait laissé des traces irréfutables dans les archives scientifiques, les récits officiels de l'époque demeurent étonnamment vagues quant à l'impact du fait réel sur les structures civiles. Pourtant, en fouillant les fonds d'archives locales privées, des témoignages troublants font surface, échappant aux synthèses historiques traditionnelles. Dans une lettre personnelle concernée conchive de la ville de Florence, un administrateur municipal décrit avec stupéfaction une vibration mécanique prolongée au niveau des structures en fer de la tour civique pendant le paroxysme de l'orage magnétosphérique. Le gardien du bâtiment rapporta une sensation similaire, évoquant un bourdonnement basse fréquence résonnant directement à travers la maçonnerie et les luminaires suspendus. Si la charge électrique ambiante était suffisamment intense pour faire fonctionner des lignes télégraphiques sans aucune batterie raccordée, il devient légitime de s'interroger sur l'effet produit par cette même charge sur les milliers de structures métalliques sommitales qui garnissaient les édifices du monde entier. Dans les années qui suivirent cet événement de 1552, les registres municipaux de rénovation en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis révèlent une accélération très nette des travaux d'écrastement et de simplification des toitures urbaines. Cette dynamique récurrente entre la survenue d'un phénomène atmosphérique global et le retrait consécutif de composantes architecturales précises constitue un motif historique dont la régularité interpelle. Il ne s'agit pas d'affirmer que chaque chantier de rénovation entrepris à la fin du XIXe siècle répondait à une consigne secrète, mais de constater une corrélation temporelle gagnable. Les structures métalliques sommitales, les paratonnerres élaborés et les tiges de cuivre qui reliaient le sommet des monuments au-dessus des bâtiments n'ont pas été détruits par des sinistres, mais soigneusement démontés sans motif documenté. Pourquoi enlever de manière si systématique ces dispositifs métalliques braqués vers la voûte céleste, alors même que les édifices porteraient parfaitement intacts? La question de la véritable nature de ces installations sommitales se pose alors avec une acuité particulière, suggérant que ces artefacts architecturaux remplissaient une fonction technique oubliée plutôt qu'un simple rôle décoratif. Ce schéma de suppression discrète allait d'ailleurs connaître un nouvel épisode saisissant au tout début du XXe siècle dans une grande métropole américaine. Le 7 février 1914, la ville de Baltimore fut le théâtre d'un brasier d'une violence inouïe qui ravageur commercial de la cité pendant plus de 30 heures. Officiellement attribué à un accident survenu dans le sous-sol d'un magasin de nouveautés de Jermyn Street, l'incendie détruisit plus de 1500 bâtiments répartis sur 70 de maisons. Cependant, les archives opérationnelles des compagnies de téléphonie et de télégraphie révèlent une anomalie stupéfiante survenue dans les minutes précédant dans le déclenchement des premières flammes. Dans plusieurs centraux distincts de la ville, des opérateurs constatèrent qu'ensemble, les lignes actives transmettaient spontanément un signal structuré, sans qu'aucun émetteur humain n'en eût les clés de transmission. Le signal était si cohérent et articulé que plusieurs employés tentèrent en vain de le retranscrire selon le code Morse traditionnel. La commission d'enquête officielle sur le sinistre d'un volume considérable liquida cette anomalie en une seule phrase lapidaire, attribuant la perturbation à la chaleur dégagée par le faucent. Or, au moment précis où cette transmission synchrone fut enregistrée sur l'ensemble du réseau municipal, le feu n'était encore qu'une couvaison invisible étouffée au fond d'un sous-sol clos. L'incohérence de l'explication officielle devient d'autant plus frappante lorsque l'on découvre que des perturbations télégraphiques de structures identiques furent enregistrées le même jour même plusieurs stations d'Europe et d'Amérique du Sud. Sans qu'aucune tempête solaire majeure ne soit répertoriée à cette date dans les annales de l'astronomie, des lignes intercontinentales enregistrèrent des impulsions synchrones non attribuées. Le réseau télégraphique mondial de 94 heures ne constituait plus une simple juxtaposition de fils isolés, mais formait une gigantesque toile conductrice enveloppant une grande partie du globe terrestre.
si une charge résiduelle de vaste ampleur cherchait à se frayer un chemin à travers ce maillage de cuivre. Il est plausible de penser que les bâtiments anciens, possédant encore leurs armatures métalliques d'origine, ont réagi comme des récepteurs forcés. L'émergence d'une décharge énergétique massive dans un réseau interne mal isolé aurait très bien pu provoquer un échauffement brutal des conduits métalliques, déclenchant ainsi l'incendie du sous-sol de Baltimore. Une fois de plus, les documents administratifs tirèrent un voile de silence sur la nature exacte du signal transmis à travers la planète. Pour comprendre la nature exacte de cette énergie que le ciel semblait injecter périodiquement dans le réseau conducteur terrestre, il est indispensable d'analyser les travaux menés par Nikola Tesla à cette époque. Loin du mythe de l'inventeur excentrique propagé par la culture populaire, l'ingénieur d'origine serbe avait développé une théorie rigoureuse basée sur des décennies d'expérimentation physique directe. Selon ses conclusions, la planète Terre devait être considérée comme un conducteur électrique d'une capacité phénoménale, tandis que la couche atmosphérique, séparant le sol de l'ionosphère, agissait tel un condensateur naturel de dimension planétaire. La tour de Wardenclyffe, qu'il entreprit d'édifier sur longueur des Samismondouzizoin, n'avait pas pour but principal d'engendrer de l'électricité à partir de combustible, mais d'intercepter la charge oscillante naturellement présente dans le milieu environnemental. Tesla qualifiait souvent ce phénomène de rouage de la nature, suggérant l'existence d'un mécanisme global perpétuellement en mouvement et accessible sans coût de génération. La faisabilité théorique d'un tel captage posait néanmoins une question fondamentale quant à l'origine de cette intuition au sein de la trajectoire intellectuelle du chercheur. Dans plusieurs de ses écrits ultérieurs, Nikola Tesla laissa entendre d'une manière elliptique qu'il ne faisait que redécouvrir des principes physiques connus des civilisations antérieures. Lorsqu'on étudie l'histoire de la construction avant la révolution industrielle, une constante technique surprenante apparaît en effet à travers des cultures sans contact documentaire avéré. Qu'il s'agisse des édifices gothiques européens, des complexes religieux d'Asie du Sud-Est ou des temples précolombiens, la présence de structures verticales surmontées de pièces métalliques-conductrices interconnectées aux bâtiments reste omniprésente. La disposition géométrique exacte de ces éléments dépassait largement les impératifs de la simple esthétique architecturale ou du symbolisme sacré. Si ces bâtiments historiques constituaient les maillons d'un vaste système passif de captage atmosphérique, la grande vague de modernisation entamée après dès 1963 prend alors une toute autre signification. Tesla cherchait à reconstituer un savoir technique en cours d'extinction, mais les événements de l'année 901 allaient porter le coup de grâce à ses aspirations de distribution d'énergie libre. Du 3 au 3 mai 1925, la Terre fut balayée par une tempête géomagnétique d'une violence inouïe, égalant presque la puissance dévastatrice de l'événement historique de Carrington. Des aurores australes et boréales d'une intensité extraordinaire teintèrent le ciel nocturne d'un rouge sanglant au-dessus de la Suède, de Porto Rico et de l'Australie, incitant les populations affolées à contacter les services d'urgence. Surnommée la tempête ferroviaire de New York par les journaux de l'époque, le phénomène provoqua la destruction par le feu de plusieurs centraux de commutation et la mise hors service simultanée des réseaux télégraphiques du nord et des États-Unis. Les signaux ferroviaires s'éteignirent sur des milliers de kilomètres, paralysant totalement le trafic marchand et humain durant plusieurs jours. Les annales de la science moderne ont conservé un registre détaillé de ces dégâts matériels subis par les infrastructures industrielles naissantes. Cependant, les rapports d'époque restent muets concernant le comportement des derniers bâtiments anciens possédés dans encore leur architecture sommitale d'origine lors de ces nuits d'incandescence céleste. La différence des événements de 1959 et de 1962, la tempête géomagnétique de 1900 frappa un monde dont l'environnement urbain avait déjà subi une mutation structurelle profonde. Au cours de 4 décennies précédentes, les campagnes de rénovation successives avaient dépouillé la quasi-totalité des grandes métropoles occidentales de leur système métallique sommital.
Les rares édifices ayant conservé leurs caractéristiques d'origine se trouvaient désormais isolés dans des bourgades provinciales ou au sein de campus universitaires préservés du développement commercial. Au lendemain de la crise de 1925, une ultime vague de dépouillement architectural balaya les derniers vestiges visibles de cet ancien réseau. Les documents d'urbanisme attestent que les éléments verticaux restants furent retirés sans bruit, marquant la fin définitive d'un cycle de transition long de 60 ans. Ce nettoyage complet des toitures s'acheva au moment précis où les possibilités de recherche sur l'énergie atmosphérique s'éteignaient définitivement dans la sphère académique. C'est en effet au cours de cette même année 1920 que Nikola Tesla subit l'échec financier définitif de ses projets de recherche sur la transmission d'énergie sans fil. Privé de souciance institutionnelle, sans laboratoire fonctionnel et rejeté par la communauté scientifique émergente, le vieux chercheur se vit réduit à l'isolement complet. Lorsque Tesla s'éteignit au début de l'année 1933 dans sa chambre de l'hôtel new-yorkais, des agents du Bureau fédéral de la propriété étrangère saisirent l'intégralité de ses mémorandums, plans techniques et correspondances personnelles. Une partie considérable de ces documents scientifiques ne fut jamais restituée à sa famille ni soumise à l'examen critique des pairs, demeurant classifiée sans explication satisfaisante. La coïncidence temporelle entre l'éradication matérielle des derniers récepteurs architecturaux et le confinement définitif des papiers du seul homme en mesure d'en expliquer le fond pèle la communauté des chercheurs indépendants. Pour mesurer l'ampleur de cette transformation, il convient d'analyser la dynamique d'harmonisation architecturale qui s'est déployée à travers le globe au cours du XIXe siècle. La déposition des ornements métalliques sommitales s'est produite de manière synchrone dans des territoires soumis à des autorités politiques et religieuses totalement distinctes. Ni l'évolution des styles artistiques comme le passage du néo-gothique au modernisme, ni les impératifs de la sécurité incendie ne permettent d'expliquer une telle simultanéité internationale en l'absence d'une directive centralisée officielle. Les historiens de l'architecture se trouvent face à un vide documentaire singulier. Aucun débat public majeur n'ayant été consigné dans les procès-verbaux de les concernant la nécessité de supprimer ces structures métalliques. Cette absence de traces écrites suggère l'existence de pressions économiques indirectes mais irrésistibles liées au déploiement d'une toute autre technologie d'approvisionnement énergétique. Pendant que les anciennes structures sommitales disparaissaient progressivement des paysages urbains, une nouvelle infrastructure industrielle prenait forme sous l'impulsion des grandes réussiales de la fin du siècle. L'inauguration de la première centrale électrique commerciale par Thomas Edison à New York en 1882 marqua le but de l'ère de l'électricité payante et centralisée. Ce modèle économique reposait sur un principe fondamental et inviolable, à savoir que l'énergie électrique constitue une ressource rare nécessitant une génération lourde, un transport par câble et un comptage individuel facturable. L'existence avérée d'un système architectural capable de capter la charge naturelle de l'atmosphère aurait rendu le modèle des compagnies d'électricité obsolète avant même son déploiement à grande échelle. La rentabilité des investissements colossaux engloutis dans les centrales thermiques et les réseaux de distribution exigeait impérativement la marginalisation de toute solution alternative gratuite. Il n'est nul besoin de faire intervenir un complot secret pour expliquer la disparition soudaine d'un savoir technique environnemental, la transformation des structures économiques, le remplacement des programmes universitaires et le ciblage des financements industriels ont suffi à rendre la technologie de captage atmosphérique invisible en l'espace de 2 générations. Les ingénieurs formés au début du XXe siècle apprirent à concevoir le réseau électrique exclusivement à travers le prisme de la génération centralisée par combustible. Quant aux ouvriers qualifiés capables d'entretenir les installations métalliques complexes fixées sur les toits, leurs postes furent supprimés des registres municipaux au fur et à mesure à la retraite. Privée de transmission pratique et d'apprentissage professionnel, la connaissance opérationnelle du système s'est évaporée, ne laissant derrière elle que des bâtiments muets, pouillés, dépouganes fonctionnelles.
Malgré l'ampleur de cet effacement technologique, des vestiges matériels subsistent encore de nos jours dans certains quartiers anciens d'Europe ayant échappé aux rénovations massives. Sur les toits de quelques édifices érigés avant Nippo-Centena, il est toujours possible d'observer des pinacles de cuivre couverts de patine verte, isolés du reste de la maçonnerie par des assemblages complexes. Les chercheurs qui ont entrepris de cartographier la répartition spatiale de ces éléments survivants constatent une logique d'implantation rigoureuse fondée sur des critères de hauteur de continuité métallique interne. Ces caractéristiques géométriques et matérielles ne répondent pas seules contraintes de l'ornementation visuelle, mais traduisent une véritable intention d'ingénierie tournée vers des champs électriques ambiants. Les bâtiments actuels ne sont que des enveloppes inertes amputées de leurs composants actifs, incapables de participer à l'équilibre électromagnétique de la planète. L'atmosphère terrestre conserve aujourd'hui la totalité des propriétés physiques que Nikola Tesla cherchait à exploiter au début du siècle dernier. La différence potentielle entre la surface du sol et la haute atmosphère demeure une source d'énergie colossale et renouvelable, entretenue en permanence par l'activité solaire et le rayonnement cosmique. Le cycle des tempêtes géomagnétiques poursuit son cours selon des rythmes naturels immuables, rappelant régulièrement la fragilité des réseaux électriques modernes face aux colères du ciel. Si le savoir pratique permettant d'interagir avec cette charge environnementale a été perdu lors de la transition industrielle, les principes de la physique sous-jacente restent gravés dans le statut même de la planète. La redécouverte de ces mécanismes oubliés constitue l'un des défis les plus fascinants pour la science de demain, à l'heure où l'humanité cherche à réinventer son rapport à l'énergie. Thank you for watching. En don forger te lik, en subscribe, te support médard, qu'en mystérieux historique content.